comme promis un peu plus tôt dans l'émission, un peu plus tôt dans l'heure, on va jaser politique provinciale avec Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Il est au bout du fil. Monsieur Paradis, bon matin. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin, Monsieur Paradis. Toujours un plaisir. Monsieur Paradis, on s'est dit en début de show avec la nouvelle qui est sortie dans le Soleil ce matin, on parle d'un autre député caquiste qui offre un accès à un ministre en échange d'un don au parti, qu'on commencerait la discussion avec vous à ce sujet. Monsieur Paradis, qu'est-ce qu'on fait là avec ces informations-là dans les demandes de financement de la CAQ? Il semble y avoir un patron d'une façon de faire qui se répète. Et ça, c'est très préoccupant parce que vous savez, au Québec, on a connu ce qui s'appelle la commission Charbonneau, qui était une grande commission d'enquête sur les liens entre le financement politique, notamment, puis des questions d'intérêt public. Et là, la règle au Québec, c'est que on ne peut pas monnayer l'accès à un ministre, à une personne au gouvernement, par un don à un parti politique. Ça, c'est extrêmement important. Et là, ce qu'on semble voir, c'est qu'il y a eu un mélange de ça. Donc, on dit, vous voulez parler au ministre? Puis là, le ministre X, on peut pas lui parler d'une autre façon. Venez au cocktail de financement, payez 100 $, venez au cocktail de financement, puis là, on fait le tour, notamment, des maîtres, des gens d'affaires, puis ces gens-là sont pas capables d'avoir accès au ministre autrement, puis là, doivent payer 100 $ pour aller à un cocktail. Donc, ça, c'est un problème avec les règles qu'on s'est données au Québec. Puis, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut qu'il y ait enquête sur ces cas-là. Il y a déjà quelques-unes qui sont lancées. Il y en a d'autres, parce que là, les dossiers sortent un à un, puis on comprend qu'on n'a peut-être pas fini d'en entendre parler. Donc, c'est savoir ce qui s'est passé, établir si c'était en respect des règles actuelles, mais là, je pense qu'il y a aussi un resserrement des règles sur lesquelles il faut travailler. Monsieur Paradis, qu'est-ce qu'on dit à ceux et celles qui crient haut et fort, là, monsieur, madame, tout le monde? Ah, là, on sait bien, tout le monde fait ça, là, peu importe le parti politique. Moi, je vous invite en tout cas à parler aux gens qui sont concernés puis à leur demander, écoutez, est-ce que vous sentiez la même pression lorsque c'était d'autres qui étaient là? Bon, en tout cas, vous savez que la commission Charbonneau enquêtait notamment comment ça se passait sous le gouvernement libéral. Oui. Là, actuellement, c'est un gouvernement de la coalition Avenir Québec. Non, c'est pas vrai que c'est toujours comme ça. Oui, c'est tout à fait possible de respecter les règles. Et il faut être fier en même temps du fait qu'on s'est donné des règles serrées au Québec, mais encore faut-il les respecter. Il ne faut pas essayer de passer à côté puis de faire autrement. Donc, il y a moyen d'avoir des mœurs politiques saines et c'est ça qu'il faut viser là, au Québec. Vous parliez tout à l'heure de la commission Charbonneau. Une des grandes figures de la commission Charbonneau était la procureure Sonia Lebel. Madame Lebel est présentement au sein de la CAQ, présidente du Conseil du Trésor. Comment vous interprétez son silence dans les derniers jours par rapport à tout ce qui se passe dans le financement de la CAQ? Vous savez, là, moi, je peux pas interpréter ce qui se passe là, dans un autre parti politique qu'au gouvernement. Mais oui, c'est vrai que elle est bien placée là, pour analyser la situation. Elle a participé, d'ailleurs, elle a été une actrice très importante et elle a fait un excellent travail à la commission Charbonneau. Je pense que maintenant, là, il y a une analyse à faire au sein du gouvernement de cette façon de fonctionner actuellement. Puis vous savez, elle a été interpellée aussi par d'autres acteurs de la commission Charbonneau qui lui disent qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement? Et puis, c'est vrai que ça serait intéressant aussi de l'entendre à cet effet-là. Monsieur Paradis, on a eu une belle discussion hier avec William Trudel, un promoteur très important ici dans la région de Québec. On a parlé de création de logements. Il faut se le dire, à Québec, qui est en chute libre. Comment on peut faire pour stimuler le logement à Québec? C'est sûr qu'il y avait un programme qui existait avant, qui avait été créé notamment par le Parti québécois, qui s'appelait Accès Logis et qui actionnait toutes sortes de leviers pour favoriser justement la construction, les mises en chantier d'une gamme de types de logements. Hein, parce que notamment, on a besoin de logements sociaux, on a besoin de logements de toutes les catégories. Et là, actuellement, le Québec est le lieu au Canada où il y a le moins de mises en chantier. Donc, il faut vraiment se
se dire que c'est une priorité actuellement. Il faut accélérer les mesures qui permettent les mises en chantier. Et il y en a là, des mécanismes, mais il faut d'abord se dire il y a une crise du logement, il y a un problème qui est à deux niveaux. D'abord, là, actuellement, il y a un problème d'accès à la propriété. Quand on regarde le salaire moyen, par exemple, dans ma circonscription, dans Jean Talon, c'est autour de 50 000 $. Quand on regarde le prix d'une maison qui est autour de 372 000 $, si je me rappelle bien, dans la région de Québec, ben, comment on fait là, pour éviter que toute une génération de Québécoises et de Québécois qui travaillent, qui ont un salaire, soient pas capables d'avoir accès à la propriété? Ben, il faut d'abord leur permettre d'être capables d'acheter. Et donc, ça aussi, il y a des inspirations ailleurs, puis il y a des inspirations dans ce qu'on a fait avant. On peut augmenter le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété. On peut avoir des mesures fiscales qui freinent aussi la spéculation, donc de gens qui viennent souvent de l'étranger, c'est le cas à Québec, qui achètent des propriétés qui sont pas occupées longtemps et qui, si vous voulez, contribuent à la crise du logement. Donc ça, là, c'est des mesures qu'il faut prendre pour favoriser l'accès à la propriété. Et d'une part, ben, vous savez, il y a tout un débat aussi sur la question là, de la demande de logement, sur notre capacité actuellement d'accueil et d'intégration, notamment avec les nouveaux arrivants. Puis il y en a beaucoup à Québec, puis j'en suis très fier. Hein? Mais donc, il faut s'assurer que les personnes qui arrivent ont un toit, ont des services, ont un emploi qui correspond à ce qu'on leur promet. Donc, c'est toute une mesure, c'est tout un environnement qu'il faut créer pour juguler donc cette pénurie de logement puis favoriser la construction de logements. Donc, des idées de mesures, il y en a qu'on pourrait mettre de l'avant. Je veux pas vous mettre dans le trouble en demandant de nommer des gens incompétents, mais est-ce qu'il y a de l'incompétence à certains niveaux? Non, je pense que c'est pas justement de nommer des gens, mais vous savez, notamment au Parti québécois, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a cette crise qui se prépare du logement. Et puis c'est vrai que le gouvernement a mis du temps à l'admettre. Il y a quelques années, c'était encore un débat. Est-ce qu'il y a vraiment une crise du logement ou il n'y en a pas? C'était quelque chose qui se préparait depuis longtemps. Puis ça demande de la planification. Ça demande de la vision à long terme. Ça demande une stratégie qui, jusqu'à tout récemment, ne semblait pas exister. Et bien là, on se retrouve donc à devoir réagir en urgence, puis à essayer d'agir à la pièce, alors que il faut une vision globale de cet enjeu-là. Parlant de planification, justement, et de gestion à long terme, j'ai pas le choix de regarder le système de santé, le système d'éducation. En santé, on voyait encore hier dans les médias les infirmières de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis crier au désespoir. En éducation, c'est difficile malgré l'entente négociée. On ne sent pas d'enthousiasme sur le terrain. Comment on va faire pour reprendre ces deux grands domaines clés-là au Québec? Ce sont d'immenses chantiers. D'abord, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est pas simple, que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais encore une fois, encore faut-il un plan et une stratégie qui vise à s'attaquer aux problèmes que vit tout le monde qui nous écoute actuellement, là. Combien qui nous écoutent n'ont pas de médecin de famille? C'est mon cas d'ailleurs. Combien ont des difficultés? Ben, vous aussi. Ben, regardez, là, je serais curieux. Là, faites le tour dans votre studio, là, puis autour, vous allez voir que beaucoup de gens n'ont pas de médecin. C'est clair. Puis ça, c'est un gouvernement qui s'est présenté et qui a dit, moi, je vais le régler, ce problème-là. Et vous savez, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, je pense que je venais juste là, de vivre mon premier bâillon. Là, donc, oui. C'est le ministre, alors qu'il avait dit que c'était pas ça qu'il ferait au départ, mais ce qu'il a fait, il a décidé, comme d'autres, de faire une grosse réforme. Puis là, après ça, il nous l'a imposé sous le bâillon. Ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'il a arrêté le débat, alors que même si on n'était pas tout à fait d'accord avec le principe, on n'était pas d'accord, en fait, on travaillait avec lui à l'améliorer, le projet de loi. Alors, lui-même, il disait, ouais, mais là, je suis en train de passer du temps à faire ça, alors que je voudrais travailler. Ben, ça, c'est le problème du gouvernement, puis il s'est pas attaqué au problème de la bonne façon. Puis là, en plus, il a dit, après les fêtes, je m'attaque aux vrais problèmes, là. Les urgences, les médecins de famille pour tout le monde, le temps supplémentaire obligatoire, etc. Donc là, on veut des résultats. Puis est-ce que
est-ce que la réforme qui a été mise en place va aider à faire ça? Donc là, c'est ça qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Puis là, vous savez, là, vous l'avez parlé de l'éducation, là, c'est pas réglé encore. Les syndicats sont en train de, les travailleurs donc, sont en train de s'exprimer sur l'offre. Est-ce qu'elle va être acceptée? Est-ce que ça va être signé? Si c'est le cas, bon, ben, il y a une partie, il faut s'en réjouir. Mais là, après ça, c'est la mise en place de ça. Est-ce que les centres de services scolaires vont avoir les outils, vont être capables de le faire? Est-ce que ça va créer des changements dans les salles de classe? Est-ce que la rentrée, à l'automne prochain, il va y avoir des professeurs dans toutes les classes pour tout le monde? Ben, le gouvernement a dit, moi, je vais régler ça, puis là, on n'est pas sûr, comme vous le dites là actuellement. En tout cas, moi, dans ma circonscription, j'ai beaucoup de travailleurs des secteurs de l'éducation et de la santé. Il y en a beaucoup. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'attention parce que on a besoin de changements concrets dans les salles de classe, dans les hôpitaux, dans les centres de services de santé. Et pour l'instant, on les voit pas. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Monsieur Paradis, comme toujours, c'est un immense plaisir. Les petites jasettes qu'on a à l'émission est très appréciées. Plaisir partagé. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée.